8h, 9h, Dimitri Pavlenko. La bataille des retraites. Le gouvernement a présenté son projet de réforme. Ce sera donc 64 ans à partir de 2030, 43 ans de cotisation dès 2027 pour partir à taux plein, avec d'importantes mesures dites d'accompagnement. Il y avait beaucoup d'assouplissants dans la lessive d'Elisabeth Borne hier. Nous sommes prêts à faire encore évoluer le projet, a-t-elle précisé, en prévision évidemment de l'énorme bataille d'opinion qui se profile. L'opinion, qu'est-ce qu'elle en pense de la réforme des retraites? Vous avez vu ce sondage Odoxa peut-être, sondage réalisé la semaine dernière, 4 et 5 janvier. Le chiffre est stupéfiant. 80% des Français sont contre la retraite à 64 ans. 80%. Il y a une radicalisation dans l'hostilité à la réforme. Bon courage au gouvernement à l'heure aussi du test de la rue, puisque vous le savez, les syndicats appellent à la mobilisation le 19 janvier. C'est le club de la presse Europe 1 pour en parler avec nous ce matin. Yves Tréhard du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Plaisir de vous retrouver. Et je vous présente mes vœux parce que je ne vous avais pas vu depuis la rentrée. Tous mes vœux pour la nouvelle année. Louis aux haltères de Marianne est avec nous aussi. Bonjour Louis. Bonjour. Alors j'ai une petite question peut-être un peu technique concernant cette réforme. Alors les points durs, les adoucissants, on aura le temps de les lister, mais est-ce que la question du déficit est réglée? Puisque j'ai bien écouté Elisabeth Borne la semaine dernière, elle nous a dit c'est l'enjeu de cette réforme, l'enjeu du report de la retraite à 64 ans. Est-ce que c'est réglé? Ça y est, on n'a plus de problème d'argent avec la retraite? Normalement, oui, si tant est que le jeu de l'équilibre entre les cotisations et les pensions soit assuré. Mais le problème des déficits de retraite, c'est qu'en fait, ce ne sont que des projections. Donc même si vous lisez le fameux rapport du corps dont tout le monde se réclame, parce qu'en fait, il y a à boire et à manger dedans, donc tous les arguments sont servis dans ce rapport du Conseil d'orientation des retraites, ils font des projections, mais ce sont que des scénarios. Donc c'est-à-dire que quand ils disent ce sera déficitaire pendant 20 ans, ensuite ça va revenir à la normale, et on est sûr dans tous les cas que ça devrait revenir à la normale à l'horizon 2070 au plus tard, donc c'est pas non plus parce que le corps qui voit loin, ça dépend de plein de choses. Il y a 5 ans ne voyait pas l'important déficit de 2030. Exactement, donc oui, c'est ça, ils se sont déjà trompés à plusieurs reprises. Et là, les paramètres dont on parle, qui sont uniquement des marqueurs techniques, mais également politiques, donc l'âge de départ, la durée de cotisation, ce que veut ajuster le gouvernement, si on recule la focale et qu'on prend un peu plus de recul, à long terme, l'équilibre d'un système de retraite, ça dépend surtout de deux choses. La démographie, donc est-ce qu'il y a suffisamment d'enfants puis d'actifs pour payer les retraités d'aujourd'hui et de demain, et puis le travail. C'est-à-dire que la quantité de travail fourni, pas seulement l'âge à laquelle on arrête de travailler, pas seulement l'âge auquel on commence à travailler, mais est-ce que les gens qui sont en âge de travailler sont en emploi? Et là, j'espère que le débat va se concentrer sur deux sujets majeurs, qui est le travail, le taux d'emploi chez les jeunes, et le taux d'emploi chez les seniors. Et je rappelle ce chiffre assez unique malheureusement en Europe, 33% des 60-64 ans seulement en emploi. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des gens qui ont 64 ans, l'âge futur de départ à la retraite, sont des gens qui ne sont déjà plus en emploi actuellement. Vous avez complètement raison, parce qu'en fait, cette question de taux d'emploi, c'est quoi? Ça détermine la taille du moteur de notre économie. Et on voit que la France, et les cotisations, du coup. C'est un petit moteur économique comparé à des pays où on travaille plus longtemps, forcément, Yves Tréhard. On vit dans un grand mensonge. Ah oui, à ce point-là. C'est terrible. Les Français se mentent à eux-mêmes. Deux choses. La première chose, et Louis l'a évoqué, on ne peut pas imaginer un avenir où on ne travaille pas plus longtemps au cours de sa vie, puisque de toute manière, vous allez bientôt avoir un actif pour un retraité. C'est 1,5 actuellement. Oui, je sais, mais ça va arriver. On sera comme dans ces régimes spéciaux où il y a plus de bénéficiaires que de cotisants. Moi et Louis, les hommes en 1950, dans la décennie des 1950, ont le taux de mortalité, c'était grosso modo, on mourait avant 60 ans. Aujourd'hui, un homme vit en moyenne jusqu'à 79 ans. Donc mathématiquement, c'est impossible. Oui, mais il est en bonne santé jusqu'à 64 ans, Yves. Non. Vous avez vu toutes les dépenses de santé qu'on fait. Justement, c'est pour nous maintenir en plutôt bonne santé. La deuxième chose, l'emploi des seniors. Tout le monde n'est pas une force de la nature comme vous. Ça, c'est intéressant, l'emploi des seniors. Plus on travaille longtemps, et plus l'âge de la retraite est reculé, plus les seniors travaillent longtemps. Pourquoi? Parce que les plans, justement, des sociétés qui vous foutent dehors quand vous approchez l'âge de la retraite, plus vous reculez cet âge de la retraite, et plus les sociétés, les entreprises vous gardent, parce que sinon ça leur coûte trop cher de vous virer. Donc, c'est mathématique, ça. Et d'ailleurs, le taux d'emploi des seniors a considérablement augmenté ces 10 dernières années en France, alors qu'il était particulièrement bas. Donc, de toute manière, comme l'a dit Louis, tout ce que peut dire le Conseil d'orientation des retraites, on peut malaxer ça dans tous les sens. Vous pouvez avoir toutes les interprétations,
Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que les Français se mentent. Oui. Alors c'est vrai que c'est une vraie question. Comment ça se fait que cette histoire de recul de l'âge de départ, qui est un non-sujet partout ailleurs en Europe, chez nous prend cette dimension quasiment mythologique? On a l'impression que la bataille des retraites, c'est le Ragnarok, le crépuscule des dieux là, qui se profile. Non mais c'est vrai. Mais Quand vous entendez l'intensité quand même hier des mots, il y avait une réunion salle Olympe de Gouges dans le 11e arrondissement de la NUPES. Non mais je vous lis quand même ce qu'on a entendu hier. Alors ce sont tous les slogans qu'on va entendre dans les manifestations. C'est la réforme, c'est la misère ou le cimetière. Les réformateurs sont des liquidateurs. L'Assemblée nationale, ça va être la ZAD. Il y a ce fantasme du grand soir répété et qu'on a eu en 2010, en 2003, etc. Dont d'ailleurs, je ne sais pas s'il va arriver parce que les syndicats ont beau être unis. C'est vrai que le front syndical, il n'y a pas pour l'instant une faille dedans. J'ai du mal à saisir l'état de l'opinion publique. Effectivement, les sondages montrent très clairement que la grande majorité des Français sont opposés aux modalités de la réforme telle qu'elle est présentée par le gouvernement. Mais comment se convertit? En fait, est-ce qu'on a là simplement une hostilité ou est-ce qu'on a là de la colère prête à se réveiller? Est-ce que les gens ont les moyens de faire 5 à 10 jours de Mais les grève dernières par grandes mois? manifestations, les derniers grands mouvements sociaux n'étaient pas impulsés par les syndicats en France. On n'est plus en 1995. Donc, sous quelle forme prendra cette hostilité qui est réelle dans l'opinion? Et je pense notamment parce que les gens font la comparaison entre les sources d'argent qu'on peut trouver pour financer les pensions de demain et le fait qu'on va leur demander de travailler plus. Et notamment, et ça, on parlait de l'emploi des jeunes et l'emploi des seniors, je n'en démords pas. Ce dont on parle, ce qui produit des cotisations pour alimenter des caisses de retraite, c'est la quantité totale de travail. C'est pas forcément c'est pas forcément l'âge de départ, c'est pas forcément que les Français. Non, mais vous avez raison, mais cette vision économiste des choses. C'est qu'il n'y a pas assez de Français qui sont au travail. Il y a ce paramètre-là qui est exclu quand même du débat. Mais là, vous commettez l'erreur de faire de l'économie. L'économisme, les Français détestent ça. Ça va être de la politique. Oui, alors on va voir effectivement, c'est pas du tout sûr que l'opinion résiste longtemps à cette réforme. On remarque que si on exclut 1995, toutes les réformes des retraites sont passées, finalement. Avec, évidemment, des aménagements. En 2010. Pardon ? Il y a eu 3 mois difficiles en 2010. Oui, mais bon, c'est la règle du jeu en France. Donc, en 2019. C'est la règle du jeu en France, donc c'est comme ça. Bon, après, si vous voulez, c'est vrai, on va voir si la contestation revient à une forme classique. On voit les syndicats qui sont unis. Je ne suis pas persuadé qu'ils restent unis longtemps. Si le conflit vient à durer, si le gouvernement est intelligent dans la négociation, parce qu'encore une fois, tout n'est pas terminé. Qu'est-ce qui pourrait diviser les syndicats ? Radicalité. Je pense que la radicalité, à un moment, va être le marqueur qui va séparer les uns et les autres. Il ne faut pas oublier aussi que certains de ces syndicats sont en période de renouvellement. C'est-à-dire que la CGT, M. Martinez, est appelé à être remplacé. Il y a un congrès bientôt. Pareil pour la CFDT, d'ailleurs. J'ai 2 questions. On va voir ça. J'ai 2 questions encore. Je vous demanderai de répondre rapidement, qu'on ait le temps de les faire. Le choix d'Olivier Dussopt pour porter la réforme, sondage Odoxa, 64% des Français ignorent qui est Olivier Dussopt, c'est le ministre du Travail. Oui, ils vont apprendre à savoir qui c'est. Vous savez ce qu'il a lu à Noël ? Une sortie honorable, le livre d'Éric Vuillard sur la guerre d'Indochine. Une sortie honorable, c'est joli. Oui, c'est très bien. Mais vous savez, c'est pas parce que les gens ne le connaissent pas que l'intéressé n'a pas les moyens de faire. Justement, moi je trouve que hier, dans sa prestation, qui pouvait parfois paraître hésitante et tout l'inverse de Bruno Le Maire, eh bien, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Ça peut les servir. Louis Osalter, est-ce que LR est fiable auprès du gouvernement dans cette bataille? Est-ce que le groupe LR à l'Assemblée nationale est fiable? En fait, c'est ça la vraie question, parce que les LR, finalement, ce sont des individualités. Et ce qui est intéressant dans le profil des députés LR actuels, de ceux qu'il en reste, c'est qu'il y a beaucoup de députés qui viennent de zones rurales, de gens pas forcément aisés, qui commencent à travailler tôt, des agriculteurs, des employés, des petits employés, des ouvriers. Donc on n'est pas sur un électorat LR tel qu'on se le figure parfois de manière caricaturale. On n'est pas sur les retraités de la Baule qui en plus maintenant votent plus Macron que LR, si vous me passez l'expression. Donc le profil de certains des députés LR explique, c'est-à-dire que leur circonscription explique qu'ils ne soient pas forcément favorables à une réforme des retraites qui aille très loin. Et c'est pour ça que quand Éric Ciotti dit « d'accord, on va toper là-dessus », à voir si toutes les troupes LR à l'Assemblée le suivent dans son accord
potentiel avec le gouvernement. Voilà, lisez la tribune dans le Figaro de Benjamin Morel, qui est professeur maître de conférence en droit public sur les LR. C'est passionnant ce qu'il écrit ce matin. J'avais une dernière question. Oui. Le projet, passer par un projet de loi de sécu rectificatif. Bon, il y a un petit risque juridique apparemment, mais on en reparlera. Désolé, messieurs, le temps nous est compté. Merci en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci, Extrait Dimitri. Bonne journée. du Figaro, Louis aux Alters de Marianne. La une de Marianne demain. Le discours économique du gouvernement passé au crible. Et on parle des retraites, évidemment. Ouais, ça tombe.